En fait, je suis tellement essoufflé que j'ai zappé une séquence, voyez-vous. Eh bien, c'est pas grave. Et c'est pas grave, parce que finalement, ça nous permet de nous retrouver plus tôt. Exactement. Et comme ça, je vais vous parler tout essoufflé. Et c'est très bien. Maître Philippe Augrel, on va parler des contrats de mariage. Avant de parler des contrats de mariage, il faut nous parler des règles générales du mariage. Alors, le mariage, c'est moins dangereux que ces petites choses que vous venez de faire. Du moins, pas dans l'immédiat. C'est que c'est moins dangereux a priori, mais sur l'avenir, si on a mal fait les choses, ça peut représenter certains dangers. Ce qu'il faut savoir sur le mariage, c'est que tout ça, c'est prévu par le Code civil et il y a différentes règles. Tous les époux, quels qu'ils soient, vont être soumis à des règles communes, ce qu'on appelle le régime primaire. C'est ce qui va déterminer les obligations réelles des époux, ce qu'on entend quand on assiste à un mariage, ce que dit monsieur le maire ou madame le maire. Tout ce qui va être condition du mariage. Comment est-ce qu'on se marie, dans quelles conditions c'est valide. Et puis, ça c'est impératif à tous. Et puis après, le régime matrimonial, ce qui va s'appliquer sur les biens. Alors là, si on ne fait rien, il y a un régime matrimonial qui s'applique. Et puis on peut moduler les choses, on peut les changer, mais ça ne tient compte que sur les aspects patrimoniaux, que sur les biens. Alors, en savoir plus sur les contrats de mariage, regardez ce qui suit. Ensuite, on répond à toutes les questions qui sont les vôtres avec Maître Philippe Augrel. Je m'appelle Lassa Fabien, j'habite à Mortereul-sur-Seine. Nous allons nous marier prochainement. Je voudrais savoir en quoi consiste le contrat de mariage et les conditions. Merci. Alors, la question justement de Fabien, elle est très intéressante. Il habite Mortereul, il va bientôt se marier. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Alors la première chose, c'est commencer par aller voir son notaire. Ça, c'est toujours le point de le passage obligé. C'est le passage obligé. Pourquoi? Parce que le notaire va faire une appréciation avec vous de quelle est votre situation, quels sont vos éventuels risques professionnels, quelles sont vos volontés, quels sont les patrimoines de chacun des époux au jour du mariage. Et à partir de là, en fonction de cette situation de fait et des aspects de volonté personnelle, eh bien, on va essayer de déterminer quel est le bon régime. Alors après, chacun fait évidemment ce qu'il veut, Bien sûr. C'est surtout l'occasion de faire un petit point et d'avoir des idées, de prendre ses décisions en toute connaissance de cause. En fonction de quoi? En fonction de sa profession, en fonction de son patrimoine? Alors l'aspect majeur, c'est la profession. On pense toujours actif, les biens que l'on a, et on oublie toujours les potentielles dettes. Ouais. Il y a un des régimes qui est le régime préféré, entre guillemets, de tous les entrepreneurs, commerçants, artisans, chefs d'entreprise, c'est la séparation de biens. Alors, ce n'est pas parce qu'on se méfie de l'autre et qu'on veut garder son patrimoine pour soi, c'est simplement pour garder ses dettes. Quand on garde des dettes, quand on fait des dettes et qu'on est en séparation de biens, On n'oblige pas l'autre. nos propres dettes. Quand on ne fait pas de contrat de mariage, on est sur un régime de communauté, enfin, la communauté réduite aux acquets. Tout ce qui est fait pendant le mariage, en positif, en négatif, ça appartient aux deux. Je fais des dettes, mon conjoint va y être Les tenu. deux, voilà. D'où l'intérêt On va de la séparation de biens. essayer de détailler les 5 types de contrats de mariage. Regardez ce qui suit. Attendez, excusez-moi, mais vous avez pensé à faire un contrat de mariage pour vous protéger? Bah, c'est pas la peine, mamie, on s'aime. C'est la phrase que vous ne pensiez pas entendre un jour, et pourtant, Mamie Colette n'a pas pu s'en empêcher. Et elle n'a pas tort, cette formalité n'est pas réservée qu'aux stars d'Hollywood, car il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, direction chez le notaire. Et après, c'est un peu comme au resto, on peut choisir sa formule. Menu 1, le régime communautaire ou universel. Tout ce qui était à vous n'est plus seulement à vous. Tous les biens sont mis en commun, même vos dettes, votre maison de campagne ou encore les draps Mickey de votre enfance. Menu 2, le régime de la séparation des biens. Chacun ses affaires et tout le monde est content. Menu 3, le régime de la communauté réduite aux acquets. 1966, c'est le régime automatique s'il n'y a pas de contrat de mariage. Tout ce qui s'est passé avant ne concerne pas l'autre, mais on partage la moitié des biens acquis après le D-Day. Et enfin, le menu 4, le régime de la participation aux acquets, le chouchou des Allemands et des Suisses. Chacun garde ses biens d'avant-union, mais en cas de divorce, chacun récupère ce qu'il a investi au centime près. Au moment de l'addition chez le notaire, prévoyez environ 425 €. Mais rassurez-vous, à ce prix-là, vous avez le temps de la réflexion. Vous avez 2 ans après le jour J pour signer votre contrat de mariage. Et si vous héritez d'un gros magot, le contrat pourra être modifié tout au long de votre histoire d'amour avec l'accord de chaton. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre, Maître Philippe Ouais. Augrel. Parler des différents types de contrats. On va parler d'abord de la communauté réduite aux acquets. Quels sont les atouts, quels sont les inconvénients? Alors ça, c'est le régime légal, donc comme dit le sujet, adopté après 66. Son atout majeur, il est de diviser les deux biens. Les biens
tout ce qui va être créé pendant le mariage, ce qu'on appelle les acquets, tous les revenus, tout ce qu'on achète avec les revenus du couple appartiennent aux deux. Et tous les biens qui sont qu'on a avant le mariage ou qu'on reçoit par donation ou succession, ça reste personnel, ce sont des biens propres. C'est un peu la même idée que ce qu'on avait déjà vu dans les successions, cette volonté de conserver le patrimoine familial dans la famille. C'est ça l'idée. Ce que je reçois de mes parents, c'est pour moi et ce n'appartiendra pas à mon conjoint. Ça, c'est la communauté réduite aux acquets. La communauté universelle. Alors ça, c'est un régime qu'on applique généralement à des personnes plus âgées, où l'intérêt est de mettre tout dans un seul sac, la communauté universelle. Tant qu'on ce qui vient des deux familles, est-ce que l'on a ce qui appartient aux deux, ensemble. On met tout dedans. On peut éventuellement sortir quelques biens, mais ça c'est accessoire. Mais tous les biens sont dans un seul sac, chacun tire une poche du sac, et puis au décès du premier, le survivant, il tient tout seul. Ça, c'est un très gros danger. Si j'ai des enfants d'un premier lit, d'une première union, je mets tout dans ce grand sac. Si d'un premier lit, j'explique pour Didier, parce qu'un premier lit, c'est pas qu'on change de chambre tous les soirs, c'est un premier mariage, un premier compagnon, une première femme. C'est trop tard alors maintenant. Oui. Enfin, vous pouvez. C'est trop tard, on va le voir après. Donc on a des enfants d'un premier lit. Et si je décède le premier, tout va à mon épouse et mes enfants du premier lit, ils n'ont rien. Donc ça, il y a des garde-fous, la loi organisée. Il faut bien réfléchir alors. C'est très dangereux. Et je reprends le sujet, on s'aime, tout est très très bien, et on oublie que le divorce, le mariage, il va se finir soit par le décès, ça c'est ce qu'on pense toujours, soit parce qu'on se désaime. On oublie le divorce éventuel, et quand on met des biens dans une communauté universelle, ils appartiennent aux deux, et la maison du grand-père, et bien dans le conjoint qui n'y avait a priori rien à aller voir dedans, va se retrouver propriétaire pour la moitié. Donc bien réfléchir évidemment. Alors là pour le coup la solution ça peut être aussi, et au-delà de la profession, la séparation de biens ou pas? Alors la séparation de biens elle est quelque chose, c'est assez systématique. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Donc dans la logique c'est assez simple, il n'y a pas de confusion des patrimoines, sauf que bien souvent les gens achètent un petit peu tout ensemble, font pas forcément très attention, se prêtent de l'argent à l'un à l'autre. Bah oui. Et ça peut créer des problèmes sur la fin. Par exemple, un exemple tout bête, maître Philippe Augrel. Je suis marié avec une personne qui a une profession libérale, qui est médecin, mariée sous le régime de la séparation de biens. Tout ce qui vient de sa famille est à elle, tout ce qu'elle acquiert est à elle. Tout ce qui vient de ma famille est à moi, tout ce que j'acquiers est à moi. Cependant, au cours de notre vie, on achète ici un canapé, ailleurs un ordinateur, et je mets mon nom sur le canapé, elle met son nom sur l'ordinateur. C'est là où ça pose problème. Bon, là, c'est des petites sommes. Mais... Là, ça pose pas de problème, parce que si c'est identifié, on prend les factures. C'est le nom de la facture qui compte. C'est le nom de la facture. Quand bien même, ce sont les deux qui ont participé à l'achat. Mais il peut y avoir des présomptions. Tout le meuble, c'est présumé appartenir aux deux. C'est assez organisé. Le problème que l'on a, c'est que vous avez, votre maison, et puis votre épouse touche une somme d'argent, et puis elle décide, elle, de payer la piscine dans la maison. C'est difficile de la séparer en deux. Et ça va être ça le problème, c'est que la piscine, elle est à vous, mais c'est elle qui l'a payée. Donc il peut y avoir aussi des conflits. Le problème qu'on va rencontrer aussi, il est plus important, et il va nous mener sur le troisième régime. Derrière, on va prendre un autre exemple. Un couple, un seul qui travaille, et l'autre ne travaille pas, il s'occupe de la maison, des enfants. Ça arrive. Va très bien. Donc il y a un seul époux qui s'enrichit. Si cet époux-là achète tout à son nom, au moment de la séparation ou du décès, le conjoint, il n'a rien dans son patrimoine. Bien sûr. Et là, problème. Alors, dernier régime, c'est la participation aux acquets. De quoi s'agit-il? Alors lui, c'est le mix entre la communauté légale et la séparation de biens. On a l'habitude de dire que c'est un régime qui se vit comme une séparation, mais qui se liquide, qui se termine comme une communauté. Le principe est le suivant. Pendant le mariage, on est en séparation de biens. Mes biens sont mes biens, les tiens sont les tiens, mes dettes sont mes dettes, les tiennes sont les tiennes. Simplement, à la fin du régime, au moment du décès ou de la séparation, on refait les comptes. Au jour du mariage, j'avais tant, aujourd'hui j'ai tant. Au jour du mariage, tu avais tant, aujourd'hui tu as tant. Et on fait cette différence d'enrichissement, et celui qui s'est le plus enrichi va devoir une indemnité à l'autre. Il n'a pas un droit sur les biens, il a un droit à une créance. C'est une forme de rééquilibrage. On rééquilibre tout ce que l'on a partagé et acheté ensemble, finalement. Et ça a failli être le régime légal en 1965. Mais non, ça n'a pas été celui-là. Et ça n'a pas été celui-là. C'est un régime qui, en théorie, est très bien. Il est très équitable. Simplement, il pose des difficultés liquidatives.
au moment de la fin du régime, il faut pouvoir refaire tous ces comptes-là. En fait, quand on vous écoute, c'est toujours à la liquidation que les problèmes se posent. Et c'est donc au moment où l'on décide d'un contrat de mariage, qui n'est pas obligatoire. Il y a le régime légal et puis ensuite il y a les contrats si on le souhaite. Il y a 20% des personnes qui font un contrat. Combien ? 20%. Entre 20%. Une personne sur 5. Il faut penser à l'après, à la fin, soit par décès, soit par séparation. Mais c'est compliqué d'y penser quand on est tout jeune marié et que tout est beau. Nous, on n'est pas forcément là pour dire aux gens qu'ils vont s'aimer leur vie durant. On est là, c'est toujours un peu cruel, parce que les gens viennent nous voir, ils se marient, c'est un très beau moment, et on est là pour leur rappeler qu'ils vont soit mourir, soit divorcer. Oui. C'est pas le plus confortable. Non, c'est pas très confortable. Mais on en parle souvent ici parce que pour moi, c'est un point essentiel dans les grands débats de société que sont les nôtres, et que les réseaux sociaux adorent nourrir. La différence entre le PACS et le mariage. Est-ce que le PACS permet des contrats type les contrats de mariage ou est-ce que c'est très différent ? Alors, le PACS va prévoir, à défaut de convention, un régime équivalent à la séparation de biens. D'accord. Si on ne fait pas de convention particulière en PACS, on est assimilé à une séparation de biens. On peut faire après une convention qui va se rapprocher d'une forme de communauté où on va indiquer que tout ce que l'un va acheter appartiendra à l'autre. Voilà. Si on est marié et que l'on souhaite changer de régime, parce qu'on a regardé ensemble C'est mieux, qu'on a écouté Maître Philippe Augrel, qu'on a vu Didier faire le zozo juste avant, et ça nous laisse un peu le temps de penser, et on se dit, tiens, ce serait peut-être maintenant qu'il faut que nous changions de régime. Est-ce que c'est possible de changer de régime au cours de sa vie ? Alors, on peut changer de régime tous les 2 ans. Il faut que le régime existant ait 2 ans d'existence. Les procédures se sont un petit peu allégées avec le temps. Le recours au juge n'est plus obligatoire comme il l'était avant, oui. Sauf quand il y a des enfants mineurs ou des créanciers qui disent « je ne suis pas d'accord », ça peut arriver. Mais on peut changer. Là, il faut faire une analyse précise. Pourquoi on le fait ? Alors, il peut y avoir plein de raisons de le faire. On était en séparation de biens, il y avait le patrimoine qui n'était pas équivalent entre les deux, et on décide, à l'âge un peu plus avancé, de tout réunir, parce qu'on craint un petit peu moins une séparation ou des choses comme ça. Ça peut être un très bon outil de transmission du patrimoine. Si le patrimoine est sur un seul des époux, un seul des parents, bien sûr. Si on veut donner, ça coûte très cher. On peut réunir les 2 patrimoines de sorte que ce sont les 2 parents qui donnent. C'est très logique tout ça, c'est très logique. Mais on a entendu parler d'un changement fiscal. Alors, quand il y aura des changements de régime... Il va y avoir un changement, une modification... En 2020. 2020, donc ça laisse 10 mois encore pour s'en occuper. Ce n'est pas un changement très important, mais quand même, c'est sur le coût. Aujourd'hui, quand on prend des biens qui n'appartiennent qu'à un seul et qu'on fait en sorte qu'ils appartiennent aux 2, on est dispensé du paiement d'une taxe de 0,715%. À partir de 2020, cette taxe sera exigible. Alors, si on fait le calcul, j'ai une maison, je l'apporte à ma communauté, ma maison vaut 100 000 euros. Aujourd'hui, je ne payais pas de taxe. Demain, je vais avoir 715 euros de taxe en plus à payer. Est-ce que, et sans promettre une affluence record chez les notaires, dans les 10 mois qu'il nous reste, pour ne pas payer cette taxe, si on veut changer de régime, on a encore le temps de le faire dans les 10 mois qui viennent ? Ou est-ce que vous dites, non, ça ne vaut pas le coup ? Non, on a encore le temps. Le principe, il ne faut pas faire changer de régime pour changer de régime. Il faut que ça ait un intérêt, il faut qu'il y ait une réflexion importante qui se fasse. Cette réflexion, elle ne peut se faire qu'avec un professionnel de ce domaine-là. C'est le notaire impérativement. Quoi qu'il en soit, pour établir un contrat, le rédiger, ça passe par le notaire. Ça, la loi l'oblige. Pour changer de contrat de mariage, ça passe par le notaire. Et si on veut profiter des changements avant la réforme fiscale sur les futurs changements de contrat de mariage, ça passe par le notaire aussi. Et puis, sans forcément changer de contrat, les notaires sont aussi là pour vous conseiller, bien évidemment, et vous accompagner tout au long d'une vie. Absolument. Et ça, c'est un aspect, c'est là où on commence souvent notre relation avec nos clients. C'est à ce moment-là, l'établissement du contrat de mariage, ce conseil préalable au mariage, à l'établissement de ces contrats. En fonction ou de sa profession, ou de sa situation de patrimoine, ou de l'un ou de l'autre, et de son sentiment personnel. Et de son sentiment personnel. De sa volonté ou pas de partager l'avenir avec son conjoint. Avec l'idée de penser à un tout petit peu plus loin que « je t'aime chérie ». Exactement. C'est une belle conclusion ? C'est une très belle conclusion. Oh, c'est romantique en plus. Oh, c'est parfait.